Je pense qu'après tout ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur trépigne de pouvoir vous poser des tas de questions. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, tout d'abord, merci de venir devant notre commission d'enquête. Vous l'avez compris parce que ça correspond aussi au travail que vous avez déjà réalisé depuis des années. Notre souci s'inscrit dans le cadre du respect de la liberté d'expression, de la liberté de croyance, de la liberté de conscience, mais aussi de la protection de la liberté individuelle et du souci de protéger la santé de nos concitoyens et des enfants. Nous savons, et c'est pour ça que notre mission d'enquête vise le problème des dérives sectaires dans le domaine de la santé, c'est que, au-delà de ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la protection de ces libertés, il faut aussi protéger nos concitoyens par rapport à des pratiques qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques, parfois irréparables, dans le domaine de la santé, et puis aussi parce que cela va souvent de pair en liaison avec des comportements qui relèvent de l'abus de faiblesse. Bon. Par rapport à cela, moi je souhaiterais savoir comment vous différenciez ce qui pourrait relever du pur charlatanisme de comportements sectaires. C'est-à-dire que c'est un premier point, parce que on a quand même le sentiment qu'un certain nombre de pratiques relèvent purement et simplement d'un abus de faiblesse ayant pour but de récupérer de l'argent, il faut appeler les choses par leur nom, et que d'autres sont directement en lien avec ce que l'on peut appeler des dérives sectaires. Vous avez raison, je crois qu'il y a dans le monde de la santé non conventionnelle différentes personnalités, différents objectifs qui sont poursuivis. On a le charlatan à coup sûr qui est motivé uniquement par l'aspect lucratif des choses. Et puis vous avez toute une série de psychothérapeutes, enfin prétendus tels, qui sont absolument convaincus de leur technique et qui vont faire des émules avec beaucoup de conviction. Et je pense que notre interrogation, elle doit se situer en amont et nous demander comment se fait-il que une part aussi importante de nos concitoyens s'adresse à ces gens-là et cherche d'autres solutions. Je pense que c'est quand même le résultat aujourd'hui d'une crise de confiance majeure par rapport au système de soins. Et je pense que tout cela est à mettre en perspective avec des grands scandales sanitaires de ces dernières années, le sang contaminé, l'hormone de croissance, les prothèses mammaires récemment, le Mediator, ces grands scandales sanitaires qui ont entamé la confiance qu'on doit avoir en notre système sanitaire. Et puis, une réflexion aussi sur ce que doit être l'hôpital. Comment prendre en compte la dimension humaine de la maladie qui est certainement sous-estimée par les hôpitaux, mais c'est notre système actuel qui fait qu'un malade reçoit un numéro administratif, tandis qu'une organisation à caractère sectaire reçoit son patient ou son futur adepte avec beaucoup de chaleur humaine. Donc là aussi, il y a une réflexion à porter. Pourquoi cette recherche d'autres solutions que celle de l'hôpital et de la médecine conventionnelle? À partir de là, que vous dire sinon que ces psychothérapeutes qui ont mis au point des techniques très sophistiquées, on peut le dire, qui sont pratiquées dans de multiples centres de soins aujourd'hui, qui fleurissent sans véritable autorisation, sans véritable contrôle. On est dans un monde vraiment sans contrôle,
qui fait que, surtout maintenant par le réseau Internet, il suffit de pianoter médecine douce, naturelle, naturopathie, et on a des offres extraordinaires dans tous les domaines. Comment faut-il l'appréhender? Et je pense que c'est le travail qui devrait être celui donc du groupe d'appui technique qui s'était engagé il y a 3 ans à évaluer toutes ces méthodes, parmi lesquelles d'ailleurs certaines sont probablement intéressantes, probablement peuvent apporter un réconfort. Et puis il y a d'autres méthodes qui sont en elles-mêmes intrinsèquement porteuses de danger pour la personne. Je crois que c'est là-dessus que doit porter notre effort, c'est de démonter la supercherie, et voire l'innocuité, la supercherie, voire quasiment l'escroquerie médicale. Ça relève, je crois, du ministère de la Santé et de ce groupe d'appui technique qui a été créé pour cela. Oui, dans la responsabilité qui a été la vôtre ces dernières années, pouvez-vous nous en dire davantage sur les constatations que la Miviludes a pu réaliser sur des cas qui auraient entraîné pour des malades des conséquences graves jusqu'au décès de ces malades, soit par absence de traitement, soit par des traitements non conventionnels mais aboutissant à des effets négatifs. Les exemples, il suffit d'aller les rechercher dans les décisions des tribunaux et des cours d'assises. Nous en avons connu ces dernières années de certaines affaires particulièrement emblématiques. Je pourrais citer de mémoire le cas d'Evelyne Marsalex, par exemple, qui était une jeune mère de famille âgée de 37 ans, atteinte d'un cancer du sein et qui s'est retrouvée entre les mains de médecins dont elle ignorait qu'ils appartenaient au cercle du Graal. Et ces médecins l'ont conduite à interrompre sa chimiothérapie et à subir un traitement différent, ce qui consistait essentiellement en un jeûne et en absorption de jus de citron, des choses de ce genre. Bon, Evelyne Marsalex est décédée à la suite de l'absence de soins. Elle a une perte de chance, je dirais. Elle s'en est rendue compte trop tard. Et elle s'était confiée à un journaliste qui est aujourd'hui directeur d'information de TF1, M. Antoine Guélaud, qui a écrit l'histoire à la première personne. Il s'est mis à la place de cette jeune femme qu'il a côtoyée dans le dernier moment de sa vie et qui raconte comment petit à petit elle est tombée sous l'emprise de ces médecins et qu'elle avait donc renoncé à tous ces traitements. C'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais il y en a bien d'autres, et notamment des enfants qui sont morts par des carences de soins ou nutritionnels, des familles qui appartiennent à des mouvements qui prônent par exemple le végétalisme ou uniquement des nourritures qui ne sont pas suffisantes pour la croissance d'un enfant, avec des enfants qui sont décédés et des parents qui ont été condamnés. Des affaires comme celle-ci, on en a beaucoup. On en parle assez peu dans les journaux, mais à la mission, nous recevions toujours des signalements indiquant par les familles, par les parents, voire les grands-parents. Lorsque les parents appartiennent eux-mêmes à la communauté sectaire, ce sont les grands-parents qui nous signalent ces faits. Voilà, je pense que il faut se reporter aux différents rapports de la mission interministérielle, les rapports annuels, et à toutes les décisions, et je pense aussi les éléments statistiques qui peuvent être fournis par la direction des affaires criminelles et des grâces, pour se rendre compte qu'il y a un grand nombre de décisions correctionnelles
et d'assises qui condamnent, qui sanctionnent ce type de mise en danger d'autrui, de non-assistance à personne en danger, d'homicide involontaire, de privation de soins, de privation d'aliments, toute une série d'infractions que l'on retrouve à travers ces décisions. Oui. On assiste aujourd'hui à ce que l'on peut appeler l'introduction dans le monde hospitalier de types de formations qui relèveraient de pratiques non conventionnelles et dont certaines pourraient être qualifiées d'infiltration par des mouvements sectaires dans le domaine de la santé. Est-ce que vous avez des... C'est aussi un constat que nous pouvons faire aujourd'hui de la pénétration du milieu hospitalier par par certaines organisations qui s'immiscent dans le rapport médecin-patient. On pense bien entendu tout de suite aux témoins de Jéhovah qui pénètrent dans les hôpitaux pour inciter leurs membres à refuser un certain type de soins, notamment les transfusions sanguines. Je pense que là, ça pose un problème qui touche à l'ordre public. Autant il est difficile d'empêcher un individu d'aller voir un pseudo-psychothérapeute, gourou thérapeutique, déviant, autant l'hôpital doit être un lieu protégé, comme la prison, comme tous les lieux qui sont sous la responsabilité des pouvoirs publics. Il faut véritablement être vigilant. Ça ne veut pas dire d'interdire, encore une fois, toutes sortes de pratiques, je dirais, de soins complémentaires. On sait qu'aux États-Unis, c'est très répandu. Il y a des accompagnateurs aux États-Unis qui vont jusqu'au bloc opératoire. Il paraît que ça provoque plus de confiance et que le malade, le patient, celui qui va être opéré, reçoit les soins dans de meilleures conditions. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais encore une fois, il faut savoir, sans interdire toute je dirais, complémentarité, il faut savoir reconnaître, identifier ce qui peut être un danger, ce qui peut présenter un danger, ou ce qui peut, après tout, être accepté. Je ne pense pas qu'il faille y avoir une position radicale en disant on interdit l'hôpital à toute forme de médecine douce ou parallèle ou complémentaire. À la condition, toujours, bien entendu, que le protocole médical soit respecté, que le médecin puisse exercer ses soins et qu'il n'y ait pas de rapport faussé ou d'intervention inopinée, inopportune entre un malade et son médecin. Oui, si vous permettez, je reviendrai sur la question de la formation professionnelle. Bon, nous savons que le chiffre d'affaires en France représente autour de 30 milliards d'euros, que les sectes y sont très présentes. Et là-dessus, je souhaiterais savoir quelle est votre opinion relevant de vos constatations, puisqu'il y a des prestations qui concernent manifestement le champ de la santé, en particulier dans le domaine psychologique. Alors, qu'en est-il et que peut-on faire ? Ça, c'est aussi une priorité de notre action, qui a été la mienne en tout cas, et qui sera toujours poursuivie, je n'en doute pas, par la mission interministérielle. La formation professionnelle, on s'est rendu compte que un certain nombre d'organismes professionnels étaient en réalité soit des faux-nés de grandes organisations sectaires bien connues, soit des microstructures, des microgroupes créés par des individus qui ont mis au point des protocoles de coaching ou de développement de soi et qui ont reçu, non pas des autorisations, mais qui sont déclarés régulièrement et qui peuvent donc
offrir des formations professionnelles en apparence, parce qu'en réalité, elles ne sont pas du tout valorisantes. Elles sont des moyens de recruter et puis également des moyens de rechercher des bénéfices. Que vous dire? Sinon que, d'après nos estimations, il y aurait environ 1500 organismes. C'est une estimation évidemment qu'il faudrait peaufiner, mais il y aurait sur les quelques 60 000 organismes existants, environ 1500 organismes suspects. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons légiféré en 2009 sur un meilleur contrôle de ces organismes de formation professionnelle, mais également publié, je le disais à l'instant, un guide pratique à l'attention des inspecteurs du travail et des conseils régionaux et de tous les acteurs de la formation professionnelle. Mais c'est un marché tellement vaste, tellement diffus, tellement diversifié, qu'il est difficile d'agir toujours en termes de prévention et qu'il faut certainement continuer ces efforts pour protéger l'entreprise, protéger le salarié. Je vais vous donner un seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui du biomagnétisme. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Le biomagnétisme qui est une technique donc, de soins, d'intervention même chirurgicale, avec des instruments fictifs. On n'ouvre pas en réalité, de façon à évacuer les énergies usées et faire pénétrer des énergies renouvelées pour soigner le corps malade. On s'est rendu compte que le biomagnétisme, qui était organisé sous forme d'ordre, un conseil de l'ordre, des biomagnétiseurs, avec des biomagnétiseurs dans toutes les régions de France aujourd'hui, faisait de la formation professionnelle. Et nous avions alerté la ville de Paris, d'ailleurs, sur ce cas spécifique, et immédiatement a été retiré les autorisations et les sessions qui étaient en cours. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vigilance, surtout que là nous sommes encore une fois sur de l'argent public en fait. C'est la masse salariale, c'est beaucoup d'argent. Vous avez rappelé 30 milliards, donc vous voyez la proportion. Donc je pense que là-dessus, les textes qui ont été adoptés, l'impulsion et le travail mené par Pôle emploi doit se poursuivre et se renforcer. On a fait état par exemple, de formation de guérisseurs à main nue qui permettent de créer des cabinets privés avec des revenus financiers non négligeables, avec des stages coûteux qui sont souvent multipliés. Est-ce que vous avez là aussi des exemples? Des exemples précis en tête. Vous citez celui du biomagnétisme, mais nous savons que c'est aujourd'hui très répandu. J'ai fait moi quelques visites de centres, ça m'est arrivé, dans le département de la Haute-Savoie, mais il suffit, vous savez, vous avez des annuaires pleins aujourd'hui de centres. C'est pour ça que j'ai l'impression que le combat qui est mené aujourd'hui, si vous voulez, c'est un petit peu peine perdue, tellement ce phénomène est partout. Je pense qu'il ne faut plus espérer faire régresser ce phénomène. Il faut essayer de le contenir, d'informer. Mais il y a des dizaines d'annuaires qui référencent des centres de soins qui existent partout. Vous avez à l'intérieur de ces centres de soins toutes sortes de techniques de soins à main nue, que ce soit le reiki, la kinésiologie et d'autres techniques qui en soi ne sont pas forcément à interdire, mais qui, utilisées dans certaines manières, dans certains buts, peuvent provoquer des ruptures dont on parlait tout à l'heure. J'en ai visité plusieurs de ces centres. C'est toujours le même principe. Vous avez des beaux diplômes accrochés au mur. Vous avez des salles qui ressemblent à des cliniques. Vous avez des blouses blanches. Vous avez tout ce qu'il faut pour soigner. Et en réalité, on ne soigne pas. Et on délivre des diplômes de maître Reiki, de kinésiologue. Regardez toutes les mairies. Moi, j'en vois même dans ma circonscription. J'attire quelquefois l'attention des maires de ma circonscription qui mettent à disposition des salles municipales pour
des foires aux médecines naturelles et tout, bon, mais c'est très bien, d'accord, mais quand vous voyez qu'au milieu vient s'immiscer vraiment des charlatans avec des techniques particulièrement redoutables, j'ai vu, moi, de la biologie totale chez moi, ou du décodage biologique de la méthode Hammer, exposé à un stand vu au sud de tout le monde. Il y a un manque d'informations. Alors, les maires, aujourd'hui, ont le plus de réflexes de nous questionner là-dessus. Hein. Peut-on louer une salle? Peut-on interdire une conférence? On a ce type de questions quotidiennement. Ces conférences, il me vient à l'idée, peut-être on vous en a peut-être déjà évoqué ici, il y avait une conférence qui s'était tenue à la Sorbonne sur la biologie totale par un des disciples du docteur Hammer. Il a fallu que nous intervenions auprès de la Sorbonne pour expliquer de quoi il s'agissait en réalité. Donc là, il y a une recherche de, je dirais, de notoriété, de respectabilité. Donc c'est à nous à informer, à être extrêmement vigilants. Oui, vous nous avez indiqué tout à l'heure que certains systèmes de formation étaient en réalité les faunées d'organisation à caractère sectaire. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus? Je citerai celle qui me vient à l'esprit. Hein, je suis sous serment, donc je dois vous dire ce qu'il en est. On a identifié au moins une bonne vingtaine d'organismes professionnels qui relèvent de l'Église de Scientologie et qui ne portent pas ce nom-là. Hein, donc par recoupement, par un travail minutieux de la mission interministérielle, nous avons repéré qu'il s'agissait en réalité de filiales de l'Église de Scientologie. Pour vous donner un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Nous avons tous ici connaissance des problèmes découlant de ce que l'on appelle la méthode Hammer. Il semble que ce soit assez, je dirais, assez développé, avec les conséquences là que l'on connaît dans le domaine de la santé de nos concitoyens. Est-ce que vous considérez qu'il y a systématiquement les suites judiciaires qui qu'appelleraient ce type de comportement? Je suis dans l'incapacité de vous répondre. Et pourtant, j'ai été à la tête de la Miviludes pendant 4 ans. De même que je suis incapable de vous dire combien précisément, au plus près, il y a d'enfants concernés par le phénomène. On dit 60 000, peut-être plus, mais je ne peux pas vous donner, je n'ai pas d'éléments statistiques. C'est très difficile à... Vous savez, le travail de la mission interministérielle, c'est un travail très particulier. Hein, on est sur un domaine où il faut constamment se poser la question jusqu'où nous pouvons aller, hein, pour ne pas enfreindre d'autres libertés individuelles. Je suis incapable de répondre à cette question, ce d'autant qu'il y a incontestablement un chiffre noir, je dirais, qui ne parvient pas jusqu'à nous en raison du défaut de dépôt de plainte. Il y a beaucoup, certainement, de victimes qui ne déposent pas de plainte, soit parce qu'elles sont totalement démunies, elles ne peuvent pas, soit parce qu'elles sont dans la crainte, dans la honte, quelquefois. D'où le rôle, j'insiste beaucoup auprès de votre commission d'enquête, le rôle important des associations qui sont là pour accompagner, qui sont dans un rôle de grande complémentarité avec les pouvoirs publics. Et je me permets de faire une parenthèse pour signaler à votre commission que je nourris quelques inquiétudes quant à la survie de ces associations qui ont vu leur subvention réduite, hein, et qui, chaque année, c'est un parcours du combattant pour elles d'obtenir un minimum de subventions pour pouvoir continuer leur action, qui est, j'insiste beaucoup, extrêmement indispensable à celle des pouvoirs publics. Oui,
À ce niveau du débat, est-ce que vous considérez que notre arsenal juridique actuel est suffisant ou estimez-vous qu'il y aurait des progrès à réaliser? Nous disposons, sur le plan législatif, je crois, de tous les moyens, de lutte efficace contre les dérives sectaires. Il y a d'abord évidemment le droit commun, tout le droit pénal. Je ne vais pas énumérer toutes les infractions. Il y a tout le code de la santé publique. Il y a le code du travail. Nous avons tout donc le dispositif de droit commun, toutes les lois qui sont protectrices. Et puis, nous avons cette loi Abou-Picard, dont on a fêté les 10 ans, si j'ose dire, l'année dernière, en présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. On a fait le bilan de cette loi au bout de 10 ans. C'est difficile. C'est une loi qui a eu beaucoup de mal à être prise en compte par les juridictions. On le comprend, ce sont des infractions complexes. Pour établir l'abus frauduleux de l'état de faiblesse, le préjudice subi. On a totalisé, je crois, à peu près une trentaine de condamnations depuis 2001. Et encore, toutes ne sont pas du domaine proprement sectaire. C'est un texte qui s'applique dans d'autres situations. Il y aurait quelque chose, je crois, comme une centaine d'enquêtes en cours. Et vu la complexité de cette loi, qui à mon avis ne mériterait pas de modification, peut-être à la marge sur les problèmes de prescription, peut-être, encore que c'est très difficile à toucher au domaine de la prescription. L'intérêt, c'est d'avoir mis en place cette nouvelle structure d'enquêteurs, qui est la CAIMAD, la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires, qui est placée donc auprès de l'Office central de répression faite aux personnes, le SCVP, et qui dispose d'un certain nombre de fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie, très spécialisés sur cette loi, la loi sur l'abus de faiblesse, qui se saisit d'enquêtes complexes, qui prête aussi main forte aux enquêteurs de terrain et qui dispense des formations. Je crois que nous devons nous féliciter de cette CAIMAD, mais en même temps émettre quelques inquiétudes sur sa pérennisation. Ses effectifs ne sont pas au niveau où devraient l'être. J'ai eu l'occasion tout récemment d'en faire part au ministre de l'Intérieur, lui faire remarquer qu'il n'y a plus de gendarmes, alors qu'il devrait y avoir au moins un gendarme dans cette section spécialisée, et qu'il convient donc d'accorder les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Ce sont des enquêtes complexes. Imaginez une enquête sur les reclus de Montflanquin, par exemple, dont on a beaucoup parlé récemment, qui a été traitée aussi par la CAIMAD. Il faut démontrer l'emprise mentale, il faut faire des enquêtes en profondeur. Il y a un type d'audition, il y a des experts psychiatres notamment aussi, qui sont consultés. Faut-il améliorer, peut-on améliorer les dispositifs législatifs en la matière? Je crois qu'il faut, si vous me permettez, peut-être vous dire que la mission interministérielle a besoin, pour exercer ses missions qui sont prévues par un décret, d'une protection juridique. Ça n'est pas le cas actuellement, comme d'autres missions ou hautes autorités qui bénéficient d'une immunité sur le rapport qui est rendu annuellement au Premier ministre. La Miviludes ne bénéficie pas de cette protection. C'est assez problématique parce que ça peut constituer un frein, la menace d'une poursuite, voire d'une condamnation, peut constituer un frein dans l'action de la Miviludes. Si demain, dans les rapports de la Miviludes, on ne peut plus citer d'organismes à caractère sectaire, parce qu'il y a un risque de poursuite, ça pose un véritable problème. Et je crois que ça peut mettre même en cause l'existence même de la mission, en tout cas l'intérêt qu'elle peut représenter.
Ça avait été pris en compte, cette problématique, par l'Assemblée et le Sénat, qui avait voté d'ailleurs un texte en ce sens, qui malheureusement a été considéré comme un cavalier et retoqué par le Conseil constitutionnel. Il faudrait peut-être à nouveau y réfléchir. Non, je ne vois pas d'autres dispositifs législatifs aujourd'hui qui pourraient améliorer. Il y a certainement des choses plus concrètes qui ne relèvent pas forcément de la loi, si vous permettez. Je reprends ce que nous avions suggéré à l'époque, notre commission d'enquête, et qui pourrait, à mon avis, très utilement peut-être être remise à jour, à l'ordre du jour par votre propre commission d'enquête. Nous avions à l'époque suggéré de rendre obligatoire un contrôle médical annuel effectué par la médecine scolaire pour les enfants de plus de 6 ans, qui sont soit instruits dans leur famille, soit scolarisés dans des établissements hors contrat. Nous avions aussi préconisé d'unifier les régimes de sanctions des refus parentaux de vaccination de leurs enfants. Nous avions demandé aussi, et je crois que ça c'est un des points encore faibles, qui n'a pas reçu de véritable réponse par la mission interministérielle, c'est améliorer la prise en charge des sortants de sectes et les accompagner sur le plan de la santé mentale. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça relève uniquement des initiatives privées. Il faut bien voir que certains sortants de sectes sont totalement dépourvus de couverture médicale. Moi, j'en ai rencontré qui ont passé 20 ans dans une structure, en donnant tous leurs revenus, ils n'ont même plus de couverture médicale. Donc il n'y a plus d'accompagnement. Ça, c'est aussi une réflexion que nous devons porter. Comment aider ces sortants de sectes? Comment aider peut-être les associations à mieux se structurer pour prendre en charge ces sortants de sectes? Voilà quelques réflexions que je souhaitais soumettre à votre commission. Alors, une dernière question, Monsieur le Président. Une question assez directe. Est-ce que vous avez connu des difficultés dans votre fonction de président de la Miviludes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez subi des pressions? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que c'est un exercice qui a été difficile? Je n'ai pas pour habitude de me plaindre. Puis quand on est magistrat, on est déjà dans cette problématique de devoir être confronté à beaucoup de critiques. Bien sûr, quand on exerce des fonctions comme celle-ci, on est forcément exposé. Exposé de différentes manières, par des procédures. Je ne compte plus celles dont j'ai fait l'objet. On a beau se dire, c'est pour la bonne cause, c'est pas toujours facile de comparaître devant un juge d'instruction, d'aller devant le tribunal correctionnel, de décliner son identité, son casier judiciaire, ensuite d'être attrait devant la cour d'appel, et recommencer le parcours du combattant, ces procédures qui sont longues, d'aller jusqu'en cour de cassation ou d'aller devant le Conseil d'État. Je totalise à peu près une trentaine de plaintes, de procédures en tout genre. Donc c'est à chaque fois, bon, il se trouve que j'ai toujours gagné, je m'en suis toujours sorti, mais bon, je devais avoir sans doute de bons avocats. Mais là aussi, je pense que ce qui a été fait notamment pour la protection des témoins, des commissions d'enquête, c'était nécessaire. Je pense qu'il faut... voilà. Et puis, bon, les pressions, oui, les pressions, l'Internet, évidemment, les réseaux sociaux, ça, on en prend en plein la figure. Bon, c'est le risque, on est sur la sellette quelque part. Il faut bien imaginer que face à la mission interministérielle, mais c'est aussi valable pour les associations, ce que je dis là, les parlementaires aussi qui s'expriment, ils ne sont pas très nombreux, mais ils s'expriment, ils ont connu les mêmes vicissitudes, voire certains ont été condamnés à de fortes peines d'amende quelquefois. Donc il y a toute forme de pression. Pour répondre directement à votre question, je n'ai jamais ressenti la moindre menace physique, par exemple. Cela, non. Mais oui, des dénigrements, des tentatives de discrédit, des attaques sur Internet permanentes,
des plaintes, donc, des procès. Tout cela fait partie, malheureusement, je dirais, des aléas de notre fonction. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la protection du rapport. Je ne dis pas la protection en général. Il n'y a pas d'immunité, il ne devrait pas y avoir d'immunité en général, mais que le rapport remis au Premier ministre annuellement soit couvert par l'immunité, ça me paraît véritablement essentiel. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à quelques collègues sénateurs qui se sont inscrits. Il y en a 4 pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez qu'ils posent chacun leurs questions et vous répondez les unes après les autres, ou ils posent globalement leurs questions et vous répondez aux 4 d'un coup? Aux 4 d'un coup. Monsieur Roche. Donc, je suis sénateur et je voulais poser une question qui est un peu, peut-être pas le lieu de le faire, c'est peut-être pas le lieu de le faire, mais je voulais poser une question pour vous demander un conseil vu votre grande expérience et en tant que citoyen. Et quelle attitude prendre lorsque, sous la couverture d'une haute autorité religieuse, on voit une structure qui manifestement est sur le plan de la psychothérapie déviante et qui peut être à la porte d'entrée à des comportements sectaires, mais on ne sait pas. Et on assiste, il y a quelques articles de presse, il y a des livres qui sortent à l'échelle nationale, puis rien ne bouge et personne n'ose bouger dans les proches parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée du fait de cette protection. Et que faire? Madame de Roche. Oui, donc je suis sénatrice du Maine-et-Loire et la semaine dernière, il y a un article dans la presse locale qui a fait référence aux accusations portées par le magazine Sciences et Avenir sur la faculté de médecine d'Angers qui dispenserait aux étudiants de première année, dans le cadre des cours de sciences humaines, des cours et notamment un manuel destiné aux étudiants dans lequel, d'après Sciences et Avenir, il y aurait une part belle faite au chamanisme. Alors, la doyenne de la faculté de médecine, le président de l'université et le philosophe professeur de cours de sciences humaines s'en défend en disant qu'il y a un ouvrage dans cet enseignement qui fait qui fait confronter la médecine rationnelle et les médecines magiques. Je voulais savoir, je ne connais pas plus du dossier que ce que j'en ai lu, je voulais savoir au regard de l'expérience qui est la vôtre, ce que vous pensez de ce type d'enseignement en faculté de médecine. Madame Dini. J'ai plusieurs questions, mais une qui va exactement dans ce sens. Vous avez évoqué des diplômes délivrés par des universités sur, j'ai cru comprendre, des médecines, disons, parallèles. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que réellement des universités délivrent des diplômes sur des médecines parallèles? Ma deuxième question, vous avez évoqué, j'ai peut-être mal entendu, j'ai pas mal entendu, mais je ne sais pas quel est le cadre. Vous avez évoqué l'encadrement du titre de psychothérapeute. Je ne me souviens pas que nous ayons voté quelque chose là-dessus, mais j'ai peut-être oublié. Est-ce qu'il s'agit seulement d'une directive? Et s'il s'agit d'un texte de loi, est-ce que nous pourrions envisager de contrôler l'application? Troisième question. Vous avez évoqué le groupe d'appui technique du ministère. Il devrait être chargé de certains contrôles. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Quatrième question, vous avez évoqué la protection du rapport de la Miviludes. Est-ce que vous avez l'intention, maintenant que vous êtes de nouveau député, de déposer une proposition de loi? Et enfin, quelle est l'action du lobbying des organismes à dérive sectaire sur le Parlement en particulier? Merci. Mazars. Oui, monsieur le député. Concernant le traitement judiciaire de tous ces dossiers, donc vous avez rappelé effectivement notre arsenal juridique. Vous avez également indiqué qu'il était très difficile sur le terrain de bien discerner la pratique répréhensible du charlatanisme, pour faire simple. Vous avez parlé effectivement aussi de ce service d'enquête spécialisé, et qui intervient, on va quand même le dire, sur les gros dossiers, mais pas au quotidien, sur tout le territoire national. Est-ce que vous ne pensez pas que dans bon nombre de dossiers, finalement, par manque d'acuité sur ce discernement nécessaire, par manque aussi de formation, de connaissances, de moyens aussi parfois, on se contente, dans beaucoup de dossiers, de poursuites finalement sur un délit assez léger qui est celui
de la pratique illégale de la médecine ou de la profession de kiné ou d'infirmier. Alors que si on poussait un peu plus loin les investigations, on a souvent là des portes d'entrée sur des délits qui seraient beaucoup plus lourds si, encore une fois, on avait les moyens d'aller plus loin dans les investigations et encore une fois, si on avait aussi les moyens de véritablement décoder tous les éléments. Voilà, donc c'était la question que je voulais vous poser sur le traitement, encore une fois, judiciaire de tous ces cas. Je vais tenter de répondre. Je ne connais pas le dossier de la faculté de médecine d'Angers. Je ne connais pas du tout ce dossier. Mais je peux vous répondre d'une manière générale et en même temps répondre à la question de Madame la sénatrice Digny. Bien sûr qu'il existe des facultés libres, des universités libres, à Paris notamment, qui forment des centaines d'étudiants qui s'inscrivent sans prérequis d'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir éducateur de santé au bout d'1 an ou 2 ans de formation avec un diplôme qui vous est délivré, une formation qui coûte au minimum 4 000 €, je crois. Vous voyez, c'est quand même très rémunérateur. Vous avez des centaines d'élèves qui s'inscrivent sans aucun prérequis, sans aucune condition, et qui se retrouvent au bout d'1 an ou 2 ans éducateurs de santé, qui vont ensuite ouvrir un cabinet d'éducateurs de santé. Vous voyez que tout cela existe, et ça n'existe pas uniquement à Paris, mais vous en avez en province aussi. Et je pense qu'il serait important d'interroger le ministère de l'Éducation, de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, sur une meilleure protection peut-être du titre d'université ou de faculté qui peut porter à confusion pour les élèves mal informés. Ça, c'est un fait constaté et mis dans nos rapports successifs depuis quelques années. Le titre de psychothérapeute, vous savez qu'il y avait eu en 2004 déjà une tentative faite par M. Accoyer, on appelait l'amendement Accoyer en 2004, qui n'avait pas reçu de décret, qui avait été voté à la quasi-unanimité, et qui n'avait pas reçu de décret d'application, parce qu'il y a des lobbying tellement puissants derrière. On avait posé souvent la question au gouvernement, et puis c'était repoussé, et en définitive, cet amendement a été réécrit et voté dans le cadre de la loi hôpital territoire patient, sous le ministère de Mme Bachelot. Donc aujourd'hui, nous avons une protection juridique du titre de psychothérapeute. Sont dispensées des formations les médecins, les psychiatres, par exemple, et puis ceux qui n'ont pas de diplôme de médecine doivent suivre une formation d'environ 400 heures, tout cela mis en œuvre par l'Agence régionale de santé, qui délivre ensuite une autorisation du titre de psychothérapeute. Mais cela, je disais, ne règle pas le problème. Parce que ce qu'il faudrait protéger, ce n'est pas le titre de psychothérapeute, parce qu'on peut très bien ensuite s'appeler naturopathe ou psychopraticien, on trouvera toujours des titres voisins. Il faut protéger, je crois, la discipline de psychothérapie. C'est cela. Il faudrait que le législateur peut-être s'interroge aujourd'hui sur comment protéger, non pas le titre, mais la discipline elle-même, l'exercice même de la psychothérapie. On sait très bien que la psychothérapie, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, c'est normal, vont voir des psychothérapeutes. On estime environ 3 millions le nombre de Français, je crois, qui suivent une psychothérapie. 3 millions, et ça impacte aussi les familles, c'est 12 millions de personnes qui sont concernées. Et sur tous ces psychothérapeutes, combien y en a-t-il qui n'ont aucune compétence, qui sont de véritables charlatans? D'ailleurs, la fédération professionnelle des psychothérapeutes elle-même réclame un meilleur contrôle, une meilleure discipline. On peut même se demander, est-ce qu'il serait opportun, je n'ai pas réfléchi à cette question, mais on pourrait se demander, est-ce qu'il ne serait pas opportun de créer une sorte de conseil de l'ordre? Je ne sais pas, on a fait ça avec les infirmières, ça a posé des problèmes. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse toute faite, mais ce qui me paraît plus évident, c'est de protéger davantage la discipline que le titre de psychothérapeute qui peut être contourné. Pourquoi le groupe d'appui technique n'avance pas plus vite? Je pense que c'est le directeur général santé qui répondra à cette question mieux que moi. Moi aussi, j'ai eu des entretiens avec lui. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour éprouver scientifiquement une de ces PNCVT.
c'est l'INSERM qui est chargé plus ou moins des expertises. Comment expertiser la validité du Reiki? Comment expertiser la technique, je ne sais pas, des constellations familiales ou de la fasciathérapie ou ces 400 techniques? C'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que pour les plus dures de ces techniques, je pense qu'il faut avancer plus vite. Moi, j'ai demandé, par exemple, à ce qu'il y ait une véritable analyse scientifique des substituts au sang. Les témoins de Jéhovah nous disent qu'il y a des substituts au sang. L'Académie de médecine nous dit non, pas l'intégralité. Hein, voilà. Donc là, il faut que le groupe d'appui technique se prononce là-dessus. Je crois que c'est son rôle et informe par un site internet ceux qui ont besoin de savoir. Je crois qu'il y a des blocages, pour tout vous dire. Je pense qu'il y a des blocages. Il y a d'ailleurs eu une démission, hein, à cause de cela, au sein du GATT, d'un professeur de médecine. Je pense qu'il faut aller plus loin, peut-être faire tomber quelques tabous et aller au fond des choses, au cœur des problèmes. Ou alors, ça ne sert à rien. Hein. Alors, le groupe d'appui technique, il y a une trentaine de personnalités, d'institutions représentées. La Miviludes est représentée aussi. Je pense que là, il y a certainement un questionnement et des réponses à obtenir de la Direction générale de la santé, qui a fait des efforts récemment, hein, mais je crois qu'il faut aller plus vite. Aujourd'hui, compte tenu de l'urgence. Protection de la Miviludes par une PPL, oui, je pense qu'il faut que le Parlement se saisisse de cela pour remettre à l'ordre du jour, soit dans le cadre d'un projet de loi présenté par le gouvernement, ou peut-être par une proposition de loi. Mais en tout cas, il faut permettre aux responsables de la Miviludes de dire ce qu'ils ont à dire dans un rapport remis au Premier ministre, parce que c'est leur fonction, c'est l'obligation qui leur est faite par le décret instituant la Miviludes. Pour le traitement judiciaire, je crois que ce qui est important, c'est de poursuivre et d'amplifier sans doute ce qui est déjà entrepris, notamment au niveau des formations à l'École nationale de magistrature, des magistrats, hein, bien expliquer que la poursuite sur un simple délit, en omettant la loi Boupicard, ça ne donne pas le contexte pour expliquer d'autres infractions d'abus sexuels, par exemple. Ça passe par une formation des magistrats. Je peux vous dire que c'est une formation qui est très suivie chaque année. Il y a une centaine de magistrats qui, chaque année, s'inscrivent à ces formations, hein, qui durent 3 jours. Nous avons mis en place aussi une formation pour les avocats, qui étaient demandeurs de cela, et qui a été mise en place. Et nous avons aussi créé un diplôme universitaire, aujourd'hui, sur l'emprise mentale. Donc vous voyez que les choses avancent. Je pense que le meilleur traitement judiciaire de ces affaires doit passer par une meilleure connaissance du phénomène, des lois spécifiques, on peut dire, et du travail, comme je disais tout à l'heure, renforcé des cellules spécialisées telles que la Caïmane. Par contre, je suis désolé, monsieur le sénateur de la Haute-Loire, mais je n'ai pas vraiment compris votre question. Je suis désolé, monsieur le président, si elle peut m'être reposée. Oh, j'hésite à être très très précis. Non, c'est vrai qu'on est un peu inquiet parce qu'il y a une structure qui est sous la plus haute autorité religieuse du département qui a été dénoncée dans la presse. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle le Livre Noir, qui nous inquiète un peu, tout le monde le sait. Et quelle est la conduite qu'on doit prendre en tant que citoyen pour ne pas être complice tout en ne voulant pas lâcher à la vindicte de la rumeur publique quelque chose qui serait irréprochable. On ne sait pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme là-dessus. Je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Il y a des dérives sectaires issues des grandes religions classiques, je dirais, qui ont... Oui, bon, j'ai le souvenir d'avoir mené une mission aussi sur le terrain, si j'ose dire. Je me suis présenté à la communauté des béatitudes. J'ai bien compris. Mais je ne suis pas allé dans votre département, mais au siège même mondial des béatitudes à Blagnac.
côté de Toulouse, où j'ai pu m'entretenir avec le berger et le modérateur général qui, lui, supervise les communautés installées dans quelques 30 pays dans le monde. J'avais été alerté par des familles et des victimes sur des pratiques de soins psycho-spirituels, où on invoque l'Esprit Saint pour soigner des maladies. Bon, libre à chacun, encore une fois, ça n'est absolument pas ni condamnable ni critiquable, en tout cas on n'a aucun avis à émettre sur la ferveur, la prière, ça existe dans toutes les religions, pour invoquer l'aide de Dieu dans sa propre souffrance ou maladie. Mais là, ce qui est particulier et certainement condamnable, c'est une institution qui fonctionne avec des médecins à l'intérieur de ces communautés et qui vont soigner par l'invocation de l'Esprit Saint dans des cérémonies très charismatiques et qui vont aussi conduire à des ruptures avec le soin conventionnel. Ça a été, nous l'avons dénoncé à la mission interministérielle, nous l'avons écrit. D'ailleurs, l'Église catholique a réagi en faisant une sorte de mea culpa là-dessus, en disant il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Il y a eu des rappels à l'ordre qui ont été faits par le Vatican à cette communauté qui d'ailleurs a revu ses statuts depuis. Je m'en suis entretenu aussi avec les différents évêques concernés, notamment celui de Toulouse, et on ne peut pas nier l'existence de ces dérives. Je vois très bien à quoi vous faites allusion au livre qui a été publié par le CCMM. L'agapéthérapie, c'est ça, je crois, l'agapéthérapie, c'est cela. Ce sont des pratiques qui sont effectivement porteuses de dangers, de dérives sectaires, et qu'il faut dénoncer. Et nous l'avons fait, et d'ailleurs, je vous dis, depuis, il y a eu quand même une remise en ordre. Bien, Monsieur Fenech, merci beaucoup. J'espère que ces 75 minutes que vous avez passées avec nous n'ont pas été trop douloureuses. Nous non plus. C'était particulièrement intéressant, et je crois que pour des gens comme moi qui ne s'étaient pas du tout intéressés au sujet jusqu'à présent, la semaine dernière, j'ai appris beaucoup de choses, et aujourd'hui, j'en ai encore appris beaucoup plus. Merci, Alors, Monsieur le Président.